Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de LegalOps. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Je reçois aujourd'hui Nevin Nalou qui est juriste en protection des données et qui travaille à la CNIL. Nevin a rédigé une thèse sur le thème de l'accès au droit dans la société de l'information. Elle nous raconte son parcours et pourquoi elle a choisi ce sujet. Elle revient sur le fonctionnement du doctorat en France et vous donne de nombreux conseils précieux si vous souhaitez vous lancer dans une thèse. D'après une note publiée en juin 2021 pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la France compte un peu plus de 57 000 doctorants. On observe une baisse du nombre de doctorants depuis 2009 et la crise du Covid n'a rien arrangé, décourageant certains thésards. Nevin, elle, ne s'est pas découragée. Elle explique les aspects positifs de ce long parcours ainsi que les défis auxquels il faut faire face. Très bonne écoute. Bonjour Nevin, ravie de t'accueillir sur le podcast de Tout droit tout simple aujourd'hui. J'espère que tu vas bien déjà. Bonjour Delphine, merci beaucoup de me recevoir. Oui, ça va, malgré la période un peu particulière. J'espère que toi aussi. Oui, écoute, ça va bien. On essaye de passer entre les gouttes des Covid divers et variés, mais bon, c'est pas toujours très facile. Mais écoute, je vais te laisser d'abord le soin peut-être de te présenter brièvement et puis de te définir, si tu peux, en 3 mots. Alors actuellement, je travaille à la CNIL. Je suis au service de l'exercice des droits et des plaintes en tant que juriste. Ça va faire bientôt 4 ans. Je suis titulaire du CAPA et depuis 2020 d'un doctorat en droit public du numérique sur le sujet de l'accès au droit dans la société de l'information. Et si je devais me définir, je dirais que je suis quelqu'un de curieux, d'ouvert, mais également de très obstiné. Tu as fini ta thèse en 2020. Donc, ce sujet de l'accès au droit dans la société de l'information, est-ce que tu peux expliquer un peu ce choix de sujet? Comment c'est venu Alors, ce sujet, il est venu, c'est pour rebondir un peu sur le fait que je me suis définie comme quelqu'un d'obstiné. Il est venu assez lentement dans ma tête parce que ça vient en fait d'un stage que j'avais fait en 3e année de droit dans une maison d'accès au droit. Donc c'était à l'EMAD en fait, à Ivry-sur-Seine. Et donc c'était un stage où j'étais vraiment, je connaissais pas grand-chose au droit, je connaissais pas grand-chose à l'accès au droit. Et je me suis retrouvée comme ça dans une maison d'accès au droit à l'accueil, à recevoir le public. Et j'ai également eu la chance en fait de naviguer avec des professionnels du droit, avec des conciliateurs, des juristes, des médiateurs, etc. Donc c'était vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est là où j'ai eu vraiment un déclic au niveau de l'accès au droit. Après, j'ai toujours continué à m'intéresser à l'accès au droit, mais quand je suis arrivée en master 2 de droit du numérique, là, j'ai voulu absolument faire mon mémoire sur l'accès au droit, sur le sujet de la vulgarisation de l'information juridique. Et cette année-là a été un vrai propulseur, si je puis dire, parce qu'en fait, j'ai fondé une association qui promeut l'accès au droit, avec une avocate venant en fait du Québec. Et suite à ça, après une année de réflexion quand même, parce que je me suis pas lancée tout de suite dans l'accès au droit, enfin dans la thèse sur l'accès au droit, je me suis dit, bah, en fait, j'aimerais bien continuer les sujets que j'ai abordés dans mon mémoire et j'aimerais bien faire une thèse sur l'accès au droit. Voilà, donc c'est un cheminement qui a pris quand même presque un peu plus de 10 ans en fait. Enfin, c'était quand même assez long en ce qui me concerne. Une des particularités de ta thèse, tu as une partie droit public et une partie droit privé. Alors, une des particularités de ma thèse, effectivement, c'est d'avoir étudié du droit public, du droit privé, donc vraiment, vraiment sur l'aspect droit du numérique, parce que le droit du numérique, en fait, s'intéresse aux deux, de m'être intéressée à des travaux, pas uniquement en sciences juridiques, donc c'est vraiment, il y a des travaux interdisciplinaires avec de la sociologie, de la linguistique, etc., et aussi de m'être intéressée à des milieux juridiques étrangers, donc voilà, avec des systèmes juridiques de common law, donc des systèmes juridiques, par exemple, au Canada, en Belgique, etc. Donc, c'est vrai que ma thèse s'est intéressée à divers aspects et c'est pas uniquement du droit franco-français public. Et alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as voulu justement démontrer? Quels sont peut-être les 3 axes de ta thèse sur l'accès au droit, justement? Parce que c'est un sujet très vaste. Oui, tout à fait, c'est un sujet très, très vaste. C'était d'ailleurs une des complexités de mon sujet de recherche. Et mon objectif premier, tout simplement, c'était de faire de la recherche sur l'accès au droit en faisant une thèse en droit. Parce qu'il y a effectivement
des sujets de recherche en sociologie ou dans d'autres domaines, mais en droit, l'accès au droit a toujours été un peu laissé de côté. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la vision du chercheur de révéler l'invisible et le rendre visible. En fait, c'est vraiment ça. Donc c'était de définir déjà ce que c'était l'accès au droit. Je l'ai qualifié d'arlésienne du droit, mais personne ne sait véritablement ce que c'est en fin de compte, comment le définir. Et donc, Alors, c'est quoi alors l'accès au droit? donc l'accès au droit, ça se conçoit dans 2 volets. Donc le premier volet, c'est un volet qu'on va catégoriser finalement d'accessibilité matérielle. Donc matériel, c'est par exemple, je vais avoir accès à mes droits en ligne. Ça va être vraiment l'accès, comme par exemple, on peut avoir accès aux sources législatives, réglementaires, jurisprudentielles sur le site de Légifrance. Donc ça, c'est vraiment l'accès matériel. Et dans un second temps, on a ce qu'on appelle l'accessibilité intellectuelle. Donc, l'accessibilité intellectuelle, ça, c'est ce qui m'a intéressé le plus finalement dans ces recherches, c'est vraiment comment moi, en tant qu'individu, je me saisis du droit et comment je le comprends. Alors, du coup, les 2 autres points que tu as démontrés dans ta thèse, c'est lesquels? Alors, le premier point, c'est l'assise théorique de l'accès au droit. Toute l'histoire de l'accès au droit jusqu'à l'Antiquité à nos jours, en fait, avec l'émergence des nouvelles technologies. Les fondements juridiques de l'accès au droit, donc ça, j'ai démontré que c'était la sécurité juridique et l'égalité. Et ensuite, finalement, un volet un peu plus pratique avec l'utilisation de méthodologies plus concrètes comme la vulgarisation d'informations juridiques, le langage clair, ce qu'on va appeler aujourd'hui, en fait, plus communément, la communication claire, et avec la proposition de méthodologies concrètes pour améliorer l'accès au droit en France. D'accord. Alors effectivement, il y a une partie de ta thèse qui est axée sur des propositions pratiques, c'est ce que tu viens de dire, ce qui est quand même pas Oui. très commun en fait dans une thèse, enfin de ce que je comprends. Ça s'éloigne un peu des critères purement académiques, on va dire. Qu'est-ce que tu proposes justement pour améliorer l'accès au droit? Beaucoup de choses que je propose, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué en recherche de faire des propositions parce qu'elles sont faites à un instant T. Donc, ce qui est dit à un instant T peut ne plus être valable demain, tout simplement. Mais j'ai quand même voulu proposer quelque chose. Donc, ça, c'était en 2020. Mon parti pris, c'était en fait de se dire que finalement, le droit n'est pas très clair, mais il n'est pas clair de son élaboration à sa réception. Donc, j'ai proposé des différents mécanismes en fait pour améliorer l'accès au droit à la conception, par exemple former le législateur tout simplement à la légistique, à la réception avec différentes possibilités, améliorer l'éducation au droit dès en fait le lycée. Il y a déjà des mécanismes qui existent, mais renforcer en fait ces mécanismes-là, donner plus de budget finalement à tout ce qui existe au niveau de l'aide à l'accès au droit avec les maisons de justice et du droit, les points d'accès au droit, etc., etc. Donc c'était assez diversifié et vraiment j'ai souhaité prendre toute l'échelle en fait de la conception de la norme à sa réception par le citoyen. Et quelle est la place du legal design justement dans l'accès au droit? Parce que tu en as dit un mot tout à l'heure sur la communication claire. Alors le legal design, il a totalement sa place dans l'accès au droit, donc plutôt dans le second volet que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment dans la réception finalement de la norme ou du droit de manière générale par le destinataire, parce qu'il permet finalement de mettre en image, après c'est pas que des images, le legal design bien sûr, mais en tout cas de s'éloigner un petit peu du texte pour donner finalement corps en dépassant l'aspect qui peut être compliqué avec le droit. Ce qu'on sait, c'est que les mots utilisés dans le droit peuvent être extrêmement violents. Ça peut être très difficile par la personne quand elle entend certains mots juridiques, je ne sais pas, contrat synallagmatique par exemple. Ça peut être extrêmement difficile d'entendre ce type de termes. On ne comprend pas ces termes-là. Et c'est vrai que le recours au legal design, ça peut permettre finalement de clarifier, de mettre à la portée de l'autre, de l'individu, de la personne, du consommateur, du client, des termes qui sont juridiques et qui sont parfois difficiles à appréhender parce qu'on n'est pas juriste. Et est-ce que tu penses que l'ouverture des données, la montée en puissance du numérique, est-ce que ce sont pour toi des aides à l'accès au droit? Oui, tout à fait, ce sont des aides. On ne peut pas dire le contraire quand on voit l'évolution avec des téléprocédures en ligne. On voit que toutes les administrations maintenant développent des portails. Donc, on peut dire effectivement qu'il y a une aide à l'accès au droit qui est de plus en plus développée. Après, il ne faut pas avoir une vision, je dirais, angéliste. C'est que parfois, en fait, tout simplement, les nouvelles technologies, elles peuvent être aussi un frein à l'accès au droit parce qu'il y a des populations entières qui ne savent pas utiliser Internet,
qui ne comprennent pas aussi l'utilisation d'Internet. Donc, on n'est pas tous égaux au niveau cognitif, hein. Il y a des différences qui existent. Après, il y a aussi la question, parce que nous, on est assez mauvais en France, de l'accessibilité des sites Internet pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a beaucoup de populations en fait, qui peuvent être laissées en marge de ces évolutions, même si pour la population, on va dire, globale française, ça peut avoir eu des avantages. Il y a quand même des gens qui sont laissés en marge et c'est vrai que c'est pas acceptable. Oui, et c'est vrai que j'y pense en parlant, mais c'est vrai que les enfants qui ont accès très facilement à tous les sites, à toute la technologie aujourd'hui, eux comprennent pas effectivement les sujets juridiques et effectivement le legal design a permis justement d'aider les enfants à comprendre certains mécanismes. Je crois que c'est un travail qui a été fait par Marie Potel et la CNIL justement. En tant que citoyenne, je m'étais rendue à l'atelier en fait présenté par la CNIL et Amourabi, et c'est vrai que c'était vraiment très intéressant comme ça, de voir à quel point le legal design peut être une aide en fait à la prise de décision, au fait qu'on comprend ce à quoi on consent même quand on est un enfant. Donc on est un enfant, on n'est pas exclu non plus de la compréhension du droit. J'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Justement, quelles sont les grandes lignes, les avantages et les inconvénients d'une société, des nouvelles technologies et des réseaux? Enfin, il y a quand même un risque que les médias interfèrent sur l'information. Oui, ça c'est un vaste sujet. Ouais. Alors pour les avantages, objectivement, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, c'est l'accès à l'information qui est accru. Là, on voit bien, il y a tous les réseaux en ligne qui sont développés. Maintenant, même au niveau de la démocratie, tout le monde peut échanger beaucoup plus rapidement sur Twitter, les chefs d'État ont Twitter. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. On a une e-démocratie vraiment qui émerge. Après, encore une fois, quand on a des évolutions aussi rapides, aussi denses et avec des échanges d'informations aussi rapides, il y a forcément des inconvénients forts. Et les inconvénients forts, effectivement, hein, c'est ce que tu as souligné, c'est les risques de désinformation, de déformation de l'information, d'infobésité. Tout ça, c'est pas des termes que j'ai créés, hein, c'est des termes qui sont utilisés par des chercheurs, des sociologues, et qui peuvent amener effectivement à une manipulation de l'information. Et dans ce type de cas, ça peut être dangereux parce qu'on peut manipuler les gens, manipuler les populations, on peut leur faire croire ce qu'on veut. Enfin, l'information, en fait, c'est neutre par essence, mais comme ce sont des humains qui l'utilisent, ça peut être effectivement manipulé. Tu as parlé de ta thèse. Où est-ce qu'on peut la trouver, ta thèse? Ma thèse est en open access. Comme j'ai fait une thèse sur l'accès au droit, je trouvais que c'était pertinent de la rendre accessible au grand public. Mais voilà, étant donné que je m'intéresse à tous les mouvements qui gravitent autour de l'ouverture de l'accès au droit, pourquoi pas rendre mes travaux accessibles à tous. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton association, justement, de l'accès au droit à Vigène, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, alors la Vigène, je sais que l'acronyme est un peu compliqué pour une association qui promeut l'accès au droit. C'est un gros sujet de blague entre nous. Donc, c'est l'Association pour la vulgarisation de l'information juridique et l'éducation au droit. Donc, on fait pas mal de choses. Alors là, avec la crise, on a été ralenti, hein, on ne va pas vous mentir, ça fait 2 ans. Mais on organisait des ateliers, par exemple, à destination du grand public pour expliquer des notions de droit en ayant recours, par exemple, à des acteurs ou des comédiens, en fait, pour mimer des scènes de la vie de tous les jours. Ça, c'est un exemple des actions qu'on a menées. On a aussi mené des petites actions de recherche avec 2 rapports qui sont sortis sur le sujet de l'accès à l'information des citoyens, donc la façon dont ils recherchent l'information notamment. Et voilà, tout un tas d'actions très diversifiées. Et on continue en fait à faire en sorte de promouvoir l'accès au droit à notre échelle, bien sûr, hein, notre échelle de bénévoles. Alors, quand on s'était parlé, on avait évoqué un sujet et ça m'avait surpris, mais tu m'avais beaucoup parlé de quand est-ce qu'on peut se lancer dans une thèse, quand est-ce qu'on pense être prêt en fait. C'est quoi les erreurs à éviter? C'est quoi? Parce que c'est pas facile comme démarche, c'est quand même long comme processus. Alors effectivement, c'est un processus qui est assez long. J'échange régulièrement avec des doctorants à ce sujet. Donc vraiment la première chose à faire, c'est poser sa réflexion et se demander pourquoi je veux faire une thèse. C'est pas qu'il y a des mauvaises raisons de faire une thèse, bien sûr, mais c'est sûr que si notre seule motivation, c'est d'être appelé docteur, là, notre volonté de finir la thèse va pas tenir très longtemps. En revanche, si notre envie est de porter un sujet pour faire avancer la recherche
ou parce qu'on a un projet professionnel derrière, par exemple, travailler à l'université, ce genre de choses, là, c'est sûr qu'on sera plus solide. Donc ça, c'est la première chose, c'est poser sa réflexion, c'est pourquoi je vais faire une thèse. Ensuite, bien choisir son sujet de thèse, ne pas prendre un sujet imposé, si c'est possible, bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais parce que c'est un sujet qu'on va porter pendant de nombreuses années. Et donc, il faut être en capacité de le supporter tout simplement, parce que c'est vrai que la thèse, des fois, moi, je me réveillais au milieu de la nuit, j'y pensais, j'y pensais le matin, j'y pensais voilà, le soir. Voilà, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est vraiment lancinant, obsédant, etc. Le troisième point, Et quand tu c'est dis, dans excuse-moi, l'idéal. quand tu dis nombreuses années, ça dure combien de temps une thèse alors? Dans les sciences dures, c'est 3 ans. En droit, la majorité des personnes, c'est ce que j'allais y venir, c'est que la majorité des personnes ne sont pas financées. Donc, on ne peut pas faire une thèse en 3 ans, 4 ans en étant pas financé. Ou alors, vraiment, ce sont des personnes qui vraiment ont une capacité de travail exceptionnelle. Enfin, je ne connais pas beaucoup de gens qui travaillent et qui ont fait une thèse en 4 ans. Voilà, donc moi, personnellement, j'ai mis 6 ans à faire ma thèse, mais je travaillais à côté, j'ai passé le CAPA en même temps, etc. Donc voilà, ça, c'était vraiment mon troisième conseil, c'était se faire une planification du financement qu'on va avoir pendant toutes ces années. Réfléchir sereinement, parce que au début, ça va pas être un sujet. On va se dire, bon, c'est pas grave, je peux travailler au McDo, je peux faire d'autres choses à côté. Et puis, en fait, au bout de 2 ans, 3 ans à faire ça, à travailler le week-end, à travailler la thèse le matin, aller au travail ensuite la journée, etc., et ben, ça va commencer à nous peser. Donc, si je devais résumer, c'est pourquoi je veux faire une thèse, le sujet de thèse que je choisis, bien y réfléchir, et réfléchir surtout à financer ses travaux et comment financer ses travaux. Voilà, ça, c'est vraiment les 3 points essentiels. Et puis le quatrième, bon, ça, les doctorants, les personnes qui veulent se lancer dans une thèse n'y sont pas, mais surtout, quand on choisit de faire une thèse en travaillant à côté, accepter qu'il y aura des moments où on va culpabiliser et se dire que ce n'est pas grave, en fait, et que tout le monde culpabilise et voilà, et se dire qu'on va quand même y arriver en gardant le cap. Et tout à l'heure, tu as dit que, si possible, choisir son sujet. Ça veut dire que Oui. parfois, on n'a pas trop le choix et on est orienté. On ne peut pas choisir librement son sujet de thèse? Alors, moi, j'ai choisi mon sujet de thèse. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai eu la chance d'être encadrée par un directeur de thèse qui m'a accompagnée, qui m'a écoutée tout au long de ma thèse. Mais j'ai quand même eu des échanges avec d'autres doctorants un peu inquiétants, entre guillemets, parce que le monde de la recherche est parfois difficile, où carrément, en fait, on les contactait et on leur proposait un sujet de thèse donné, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas leur mot à dire, finalement, à part dire non. Et c'est vrai que dans ce type de cas, c'est assez délicat, parce que quand il y a un professeur renommé qui vous propose un sujet de thèse prestigieux, même si vous n'êtes pas très intéressé par le sujet, vous allez être tenté de dire oui, c'est normal. Mais après, derrière, le risque, c'est voilà, si on n'est pas financé, de tout lâcher. Il faut vraiment que le sujet vous tienne, vous prenne au corps, quoi. C'est très important. Et quand tu parles de financement, du coup, à part effectivement travailler à côté, est-ce qu'il y a des systèmes de financement de doctorants? Oui, tout à fait. Il y a le système royal, si je puis dire, le système des bourses doctorales. Donc ça, c'est assez difficile d'en avoir parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc tout le monde ne peut pas avoir une bourse, c'est normal, hein. Donc il faut quand même tenter, hein. On ne sait jamais, hein, c'est possible de l'avoir. Après, il est possible aussi de donner des TD à la faculté, d'être vacataire. Donc ça, c'est un peu précaire, c'est pas évident. Mais au moins, si vous avez un projet académique plus tard, ça peut permettre d'avoir un certain nombre d'enseignements. Ensuite, il y a d'autres possibilités, d'essayer de travailler à temps partiel ou alors travailler en fait dans le milieu du droit. Par exemple, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps, j'ai été assistante de justice. Donc ça, c'est un petit peu un tuyau que je peux donner. Il y avait pas mal de doctorants d'ailleurs. Quand on est assistant de justice, on travaille 2 jours par semaine. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce qu'on a une petite gratification, parce qu'on ne gagne pas énormément, mais au moins on reste dans le droit. Donc c'est assez intéressant, et surtout après on peut justifier d'une expérience professionnelle. Donc c'est assez intéressant. Et est-ce que toi, pendant ces 6 ans de thèse, tu as commis, si je puis dire, des erreurs? Ah oui, j'en ai fait plein des erreurs. J'ai fait que des erreurs pendant toute ma thèse, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend, Tu n'as hein. pas C'est fait que des erreurs forcément. parce que tu y es arrivé quand même, avec un Oui, prix. j'y suis arrivée. Le conseil, vraiment le numéro 1, c'est d'écrire le plus tôt possible. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais quand vous écrivez, en fait, vous posez vos idées sur le papier, même si vous jetez ensuite. Moi, j'ai eu une espèce de paralysie pendant les 3 premières années de ma thèse, où j'ai eu vraiment du mal à me mettre à l'écrit, alors que j'avais déjà mon plan, hein.
mais j'arrivais pas à écrire, en fait. Et tout ce que j'écrivais me paraissait nul, vraiment pas intéressant, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, donc en 4e année, là, c'était tout de suite très fluide, en fait. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est écrire le plus tôt possible. Je répète, ne pas culpabiliser. Et en lien avec ne pas culpabiliser, s'octroyer des temps de pause, des temps de vacances, et se dire je vais pas rompre toutes mes relations sociales. En tout cas, voilà, s'octroyer du temps, parce que sur 6 années, si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais pas tenu. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle du directeur de thèse? Le rôle du directeur de thèse est vraiment central dans les travaux d'un doctorant. Mon directeur de thèse m'a aidé à construire mon projet. Au démarrage, il faut rédiger un projet qu'on soumet à l'université. Et ensuite, il m'a aidé en fait dans la rédaction de mon plan. Parce que le plan, c'est un peu, si je puis comparer, c'est la bâtisse en fait de la demeure. C'est comme un architecte. Et le plus long en fait dans une thèse, c'est pas forcément l'écriture, c'est le plan. Et ensuite les chapitres au fur et à mesure, avec des deadlines. Donc je sais que c'est pas agréable, mais c'est important de donner des deadlines, sinon on n'avance jamais. Et la relecture chapitre par chapitre en fait, jusqu'à la version finale. Est-ce qu'on choisit, entre guillemets, son directeur de thèse? Je veux dire, est-ce que c'est un espèce d'entretien informel qui se fait entre le doctorant et le directeur de thèse, ou si on voit que ça ne fit pas, on peut trouver quelqu'un d'autre? Enfin, comment ça marche? Ah oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est vraiment une relation de confiance qui doit s'établir. Généralement, on propose un sujet avec des premiers indices en fait, de réflexion qu'on a eu sur le sujet. Et déjà, le directeur ou la directrice peut refuser de vous prendre, déjà. Ensuite, il peut vous recevoir et il peut ne pas y avoir de feeling. C'est-à-dire que ça peut ne pas matcher. Et donc, vous êtes tout à fait libre de choisir votre directeur ou votre directrice de thèse. Ça, c'est clair et net. Et vice-versa. Hein. C'est vraiment une relation qui est très importante pour terminer sa thèse, pour la démarrer et pour la terminer. Il faut être vraiment vigilant au choix du directeur de thèse. Dis-nous tous les côtés un peu positifs de. Oui, il y en a, parce qu'on n'a parlé que des difficultés. Ouais, on a parlé exactement. Que des difficultés. Mais il y a des choses quand même incroyables, c'est que déjà, on travaille sur un sujet qui nous passionne. C'est vraiment très enrichissant intellectuellement. De rencontrer des personnes, vraiment, franchement, avec des débats intellectuels, je dirais même parfois de haute voltige. Enfin, c'est vraiment passionnant comme métier, la recherche. Honnêtement, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, pendant 6 ans, j'ai entre guillemets souffert de solitude. C'était pas facile, mais de l'autre côté, j'avais la chance de rencontrer des personnes vraiment intéressantes. J'ai pu aller au Québec, j'ai pu rencontrer des personnes, des magistrats en France. J'ai pu avoir plein d'entretiens avec des personnes très diverses et variées. Vraiment beaucoup de rencontres humaines vraiment très belles. Des rencontres humaines que je garde encore aujourd'hui d'ailleurs. Des personnes qui sont devenues des amis, etc. Donc, en tout cas, moi, je ne regrette pas d'avoir fait un doctorat. Est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu à l'étranger? Oui. Donc ça, c'est la thèse française, entre guillemets, est reconnue à l'étranger. Donc tu peux être ton PhD, c'est pour ça que tu mets PhD, il est reconnu internationalement, même si ta thèse est qu'en français. Exactement, ouais, tout à fait. C'est une belle aventure, la thèse. Est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que les étudiants peuvent te contacter, et comment? Oui, bien sûr. J'ai un profil LinkedIn, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter dessus, je réponds. D'accord, donc je mettrai ton profil LinkedIn en description. Écoute, merci beaucoup Nevin pour tous ces conseils, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'en parle pas tellement en fait, des thésards, des doctorants. C'est un monde dont on parle assez peu. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Nevin, pour 2022? Moins de Covid. Ouais, ça c'est plutôt pas mal, ouais. Moins de Covid, ou même pas du tout de Covid, ce serait plus vraiment de Covid. Génial. Plus de Covid, voilà. Retour au travail et des belles rencontres humaines. Merci beaucoup, Delphine. Merci Nevin. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, allez faire un tour sur mon site Tout droit tout simple, où vous retrouverez le podcast, mais aussi des articles de blog et des vidéos. À très bientôt.